Ok, alors on va essayer aujourd'hui d'étudier un sujet. J'ai presque envie de dire que c'est un peu même ridicule de le traiter puisqu'on est en train d'étudier ensemble. Mais la question effectivement de l'étude de la Torah pour les femmes. Euh, j'ai envie de dire, on va commencer par la fin et on va essayer après de développer en réalité qu'est-ce que nos maîtres ont pu exprimer sur la question. Regardez s'il vous plaît directement la source numéro 16. La source numéro 16 où on a une lettre, une missive du Rav Kook qu'il a écrit à sa fille. Juste pour info, je vous rappelle que le Rav Kook a deux enfants, un fils et une fille, que malheureusement son petit-fils, le Rav Ra'anan, a été assassiné à Hebron, mais il y a sa fille qui donc effectivement l'interroge par rapport à la valeur de l'étude et de la Torah en particulier. Et voyez ce que dit le Rav Kook. Macron numéro 16, donc. ההבדל ביתי היקרה. העיקרי שבין הנפשות של האישה והאיש. C'est par rapport, je demandais tout à l'heure par rapport à s'il y avait des femmes qui avaient été présentes à l'étude d'hier, parce qu'on est constamment sollicité sur les distinctions essentielles entre un homme et une femme. Et malheureusement, c'est directement une distinction, j'ai envie de dire, qualitative. Qui est mieux, l'homme ou la femme? Et le Rav Kook, déjà, donc après près de 100 ans, près de 90 ans de cela, met bien en évidence la chose suivante. La distinction essentielle entre un homme et une femme, Urad beyachas el atzorer alimoudim, la nécessité de l'étude. En quoi, vous remarquerez qu'il n'y a aucune, on n'est pas chez Singer, on n'est pas chez Yentel là-bas, il n'est nullement évoqué l'idée où le fait d'étudier pour une femme serait quelque chose de malvenu, de maladroit ou je ne sais quoi d'autre. On parle juste du besoin d'étudier. Est-ce que l'objectif, et je sais que quand on a vécu dans le monde occidental, on est en train de compiler des livres. On est un homme qui a de la valeur, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de livres à la maison. Et si on n'a pas de livres, alors on ne vaut rien. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Mais je me rappelle toujours d'un enseignement de Manitou qui exprimait le fait que on a besoin de livres pour nous réapproprier une expérience vécue. À savoir, je parle par rapport au collège surtout, notre rencontre avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, ne peut pas se faire uniquement au niveau d'un sentiment personnel. On entend souvent ce genre de propos, moi j'aime Dieu, je suis religieux dans mon cœur. Vous comprenez que cette problématique, évidemment, elle cache derrière elle une mécompréhension du lien qu'on doit entretenir avec Akadosh Baruch Hu. Mais le livre en tant que tel a une valeur en tant que parole qui nous est, encore une fois, retransmise, qui nous est, le Rav parle de Mazon TV, donc parle de repas en réalité qu'on va consommer pour essayer de se réapproprier ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Et par conséquent, Ina, Atovim Shebaim, ça me rappelle Adam. Les livres, dans le meilleur des cas, sont un médicament, sont une guérison pour l'homme, encore une fois, face à cette faiblesse à laquelle il est confronté. Je saute quelques lignes. Allons directement, s'il vous plaît, ligne 33, ce qui est en gras. Tzedaka asa akadosh baruch hu imolamo. Akadosh baruch hu agit avec justice. Hier, j'évoquais dans la leçon que je faisais sur le fait que, en citant, je ne l'avais pas cité, je peux le citer maintenant, les propos de Lévinas sur le fait qu'effectivement, la femme est ce qu'il appelle la charnière de l'histoire. Et on se rappelle dans le traité de Shabbat le fait que l'homme amène le blé à la maison, mais le blé n'est pas comestible. Ce qui va être comestible, c'est le pain. Et la femme a cette qualité de pouvoir transformer ce blé en pain. Je ne suis pas en train de dire que si l'homme prépare la challah, c'est pas bien. On n'est pas à ce niveau-là. Je dis simplement qu'il y a une approche qui est différente. Et c'est ce qu'il nous dit. שחנן את האישה בינה יתרה מן האיש על ידי מה שחושב הביתי, סליחה, כן, מה שחושה הביתי הוא יותר עמוק. Une femme
qui est une femme au foyer n'est pas méprisable. Une femme qui se préoccupe de la santé du foyer n'est certainement pas méprisable. On a grandi dans un environnement occidental, et l'UNESCO par excellence, qui a essayé de promouvoir la libération des femmes en les encourageant à aller travailler, en les encourageant à sortir de ce carcan familial. Et pourquoi? Parce que malheureusement, l'homme occidental a cette phrase que je considère comme étant malheureuse: toi, tu ne fais rien, à part t'occuper des enfants à la maison. Et vous comprenez qu'il y a un problème de fond là-dedans. Est-ce que ça signifie qu'une femme ne vaut pas plus que gérer le foyer? Certainement pas. Mais on parle clairement, encore une fois, d'une nécessité à construire l'essentiel du foyer. J'ai coutume de rappeler que M, Emouna, Ouma, tout ça, c'est la même racine linguistique. Ce n'est pas seulement pour des raisons, ce n'est même pas essentiellement pour des raisons biologiques que c'est la mère qui définit l'identité du juif. Il y avait notre cher ami Delphine Tralveller qui rappelle qu'il y a une époque où effectivement c'était l'homme qui décidait de l'identité juive du foyer et pas la femme. La patrilinéalité, et depuis il y a une révolution à la matrilinéalité. Alors si Delphine, semble-t-il, avait étudié un petit peu la Torah comme il se doit, elle se serait rendue compte qu'à l'origine, on a Sarah et on a Agar, et que l'héritage passe par Yitzhak et pas par Ishmaël. Donc, ce n'est pas, encore une fois, une réalité sociologique qui a fait qu'il y a eu, effectivement, historiquement parlant, des périodes de transformation, mais il y a quelque chose d'essentiel, encore une fois, c'est ce qu'Arnaud nous dit, de lien profond. Il y a une capacité de distinction chez la femme qui est supérieure à cette qualité de l'homme, la bina yetera. Qu'est-ce que c'est que bina yetera? Ça vient de langue bain, de pouvoir distinguer deux réalités l'une de l'autre. C'est inscrit, c'est ancré en elle. Afalpi, chez Mitzadze Dafka, Eino Kolka Mitrachel Klape Chutz. J'ai envie de dire, c'est la question essentielle à laquelle nous sommes confrontés au niveau de la société de manière générale. Elle n'est pas visible à l'extérieur. Je vous rappelle, ça rappelle un autre cours que j'ai fait il y a quelques années, que je vais refaire d'ailleurs parce que pas tout le monde l'a entendu, la question du couvre-chef. Pourquoi est-ce que vous avez une... C'est pas vrai que pour les hommes, la question de la pudeur, c'est pas vrai que pour les femmes, les hommes aussi ont un devoir de pudeur, évidemment. Mais pourquoi est-ce que les femmes ont un devoir de se couvrir? Alors, si on avait été musulmans, on aurait dit, est-ce que les hommes sont faibles? Il faut que vous couvriez de tous les côtés, parce que sinon... Mais la Torah, elle ne parle pas comme ça. La Torah, elle met en avant justement que cette qualité de beauté qui passe par la coiffe et la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu sont des éléments essentiels qui font que la femme, encore une fois, va privilégier cette relation-là à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Oui, c'est un discours qu'on entend, c'est-à-dire que la femme doit se voir aussi pour ne pas les archer les hommes, pas l'archer, vous dites ça n'a aucun lieu dans la Torah. Non, c'est absolument faux. Je referai le cours avec plaisir là-dessus. C'est absolument faux. Il y en a qui disent quelque chose qui ressemble mais qui est plus subtil. Que c'est pour mettre l'attention sur notre intérieur et pas notre extérieur. On soit concentré sur l'aspect intérieur de notre personnalité et pas extérieur. Ça ressemble? Non. Parce que ça voudrait dire que l'aspect extérieur, il aveugle, donc il l'empêche de rentrer à l'intérieur. Si l'aspect extérieur, il aveugle, ça veut dire qu'il t'entoure. Non, je pense que le signe de beauté, je dis que simplement que, et c'est assez souvent reconnu, aujourd'hui on est peut-être moins sensible à cette réalité-là, mais je pense que le signe de beauté, je vais dire ça un peu avec humour, quand je vais chez le coiffeur, je paye 50 shekels. C'est ça? Quand une femme va chez le coiffeur, ça coûte en général un petit peu plus cher. C'est-à-dire que la place des cheveux a une valeur importante. Et elle transforme, même souvent, sans vouloir, toutes les bnotes d'Israël sont belles, mais elle transforme le visage de la femme en autre chose. Le rapport à l'intériorité, ce n'est pas un rapport, justement, c'est ce qu'on reprend ce qu'il dit sur le Clapet Routes, ce n'est pas un rapport maladroit, ce n'est pas un rapport malheureux.
C'est quelque chose qui est l'essentiel. Si on parle encore une fois du corps et de la neshama, est-ce qu'on est en train de mépriser le corps? Certainement pas. Mais on dit simplement que dans un ordre de priorité, eh bien, la neshama a plus de valeur que le corps. C'est pour mettre des limites, non? Pardon? C'est pour mettre des limites. Comme j'ai dit, il y a deux dimensions. C'est pas le sujet, mais parce que j'en parle sur le rapport à la femme, donc je pense que je fais une toute petite digression. La limite par rapport à quoi? Par exemple, je trouve que tu as la limite aussi par rapport aux autres. Enfin, c'est une limite par rapport, même par rapport à nous-mêmes. Par rapport à, voilà, maintenant je suis mariée, donc c'est un signe distinctif que les gens, bah voilà, on se trouve la tête. Je serais très inquiet si, sous prétexte que ma femme, elle sort à l'extérieur, je serais très inquiet si je devais presque la contrôler à chaque fois qu'elle sort. Fais attention, tu couvres bien la tête pour pas que personne ne te drague. Tu comprends? Oui, mais justement, c'est pour ça que j'insiste sur ce point. Je serais très inquiet de ça. L'histoire de la perruque, enfin, sans rentrer dans le débat, l'histoire de la perruque, nous, ce qu'on nous a vendu, c'est qu'on ne met pas la perruque parce que ça ressemble aux cheveux. Et donc, du coup, le siman est bien. Du coup, tu accordes plus attention à ce qu'il y a. Ok, plus ou Je pense qu'en Koutz Laaretz, la chose, elle est plus légitime qu'en Israël. Oui, parce qu'en dehors d'Israël, tu as malheureusement, c'est une réalité aujourd'hui, d'un point de vue sociétal, les femmes n'ont plus de couvre-chef. Et donc, en réalité, ça a plus attiré l'œil de voir un couvre-chef que de ne pas en avoir. Mais c'est vu différemment aussi, c'est pas vu de la même façon. Je suis d'accord, mais je dis simplement, mais une femme respectable, il y a encore 100 ans de cela, elle avait un couvre-chef. Elle ne sortait pas sans quoi. Alors, s'il n'y a pas l'aspect du mari qui fait qu'il marque une appartenance par le couvre-chef sur la femme. C'est pas une appartenance. Non, c'est la volonté de montrer ta beauté uniquement à ton mari. L'aspect intérieur. Mais c'est pas que l'intérieur. Ça, plus apporter l'attention sur mon intérieur et pas mon extérieur. Oui, mais c'est pas. Non, ça c'est la deuxième partie, c'est le rapport à la Hirat Shamayim. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. D'abord et avant tout, ce signe essentiel de beauté, tu souhaites le montrer à ton mari uniquement. C'est un lien qui est essentiel entre l'homme et sa femme. C'est une très bonne remarque. Et c'est pas le Rav Ovadia. C'est pas le Rav Ovadia. D'abord, oui, pour la fille, mais c'est pas le Rav Ovadia. Mais cela dit, les jeunes filles yéménites, c'était plus la halakha aujourd'hui, mais les jeunes filles yéménites avaient coutume de se couvrir la tête dès l'âge de 3 ans. Et c'est plus la halakha juste parce que c'est par rapport à la société? Non, parce qu'on pense que c'était pas forcément, encore une fois, tu sais, c'est toute la question qui est posée là à l'Echen, c'est la question qui est posée, par exemple, à une femme qui est divorcée ou une femme qui est veuve, et si elle veut sortir en chidour, qu'elle a la tête couverte, mais d'un point de vue stricto halakha, la femme devrait sortir en chidour avec un couvre-chef. Elle le fait, non? Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. D'accord. Okay. Parce que justement, il y a des réalités. Oui, mais parce qu'il y a des réalités. Non, parce que ça a été autorisé dans la mesure où ça a parfois nuit au chidour que la femme elle soit. Non, mais pas bon, mais la perruque, c'est un autre sujet. La perruque, c'est un autre sujet. Non, mais la perruque, c'est un autre sujet. La perruque, je ne rentre pas dans cette problématique-là. C'est simplement que le couvre-chef. Mais ce que je veux mettre en évidence. Tout à fait, c'est toute une question. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a un rapport, pour reprendre la remarque Elisa. Pour reprendre la remarque de Elisa, ce rapport à l'intériorité, ce n'est pas en hébreu, c'est pas une gouzma. C'est pas juste quelque chose de profond. On peut encore une fois corriger des actes, mais en réalité, ce qui importe, c'est l'intention, c'est l'inclinaison, j'ai envie de dire, qui va nous pousser. Mais on va revenir à cela parce que quand on parle du don de la Torah, je vais s'avérer d'autant plus clair. En tous les cas, eh bien, la femme, ce que dit, je vous dis un petit peu à l'oral pour alléger au niveau de la lecture, mais la femme, elle est évidemment combattante. La Eshet Chayil dont on parle, si on prend ce sens obvi du verset, c'est la femme. On parle évidemment de la Torah, on parle de la sagesse, mais c'est cette femme qui est prête à s'investir pour que son enfant ait du pain à la maison. Donc, elle a cette qualité de combat. Simplement, ce combat va être mené différemment. N'est-ce pas? On va revenir à ça de toute façon. Regardez, s'il vous plaît, en tous les cas, c'est pour bien vous mettre en évidence dès ce propos que l'essentiel, encore une fois, n'est pas le livre. L'essentiel est la vitalité. J'ai coutume d'expliquer que quand on est dans un repas, que ce soit de fête ou de Shabbat, les Rosh qui arrivent, par exemple, je suis toujours très honnêtement, scandalisé qu'à Rosh Hashanah, de quoi on parle? Du mariage de Lady Di et de la situation économique de Enrico Macias. Et puis, on réserve quand même, parce que malgré tout, c'est Yom Hadin, donc on va réserver 5 minutes avant la fin du repas pour faire un Dvar Torah. Il y a quelque chose de très frustrant et, excusez-moi de le dire, très affligeant là-dedans.
Parce qu'on n'est pas en train de gérer en réalité le fait même, le sens même du repas qu'on honore. Toute la tradition juive, elle est exactement en controverse, elle est exactement à l'inverse de cela. Il y a, j'expliquais hier que vous avez une nuance assez flagrante dans le monde, entre le monde occidental et le monde oriental. Dans le monde occidental, on veut gommer la distinction entre un homme et une femme. Dans le monde oriental, d'ailleurs c'est pseudo-gommé en plus. Dans le monde oriental, eh bien, il y a une distinction claire entre l'homme et la femme. Seulement, l'homme a tous les droits, la femme, aucun. Et les deux, évidemment, sont totalement désastreux. Mais, encore une fois, ça montre bien la mécompréhension du rôle de la dimension féminine qui doit animer, encore une fois, son rapport à l'homme, et la dimension masculine qui doit animer cet homme en relation avec sa femme. Ce sont deux facettes essentielles de la constitution humaine. C'est ni en delà, ni en deçà. Quand tu parles de rapport intérieur, c'est ce que j'évoquais à l'instant, le rapport intérieur, mais ce rapport intérieur, puisque je parlais encore une fois de la émouna, de cette fidélité au projet divin, que je parlais du rapport à la nation, tu vois bien que ce n'est pas stam intérieur, j'ai envie de te dire, c'est l'épine dorsale de toute la nation hébraïque. On n'est pas en train de dire, oui, vous êtes à l'intérieur. Non, certainement pas. On connaît tous cette phrase de dire que derrière un grand homme, il y a sa femme, mais en réalité, je pense que ce derrière, il a une connotation négative, alors que d'un point de vue hébraïque, certainement pas. Je me rappellerai toujours, j'ai deux exemples à vous donner. L'un que j'ai vécu à titre personnel, il y a déjà une vingtaine d'années à peu près, quand il fallait arranger la mechitza, vous savez, pour les femmes, dans la yeshiva, pour les attachés. Et il a été demandé auprès de la rabbinite qu'elle vienne donner son avis, si ça convient ou pas. La femme du Roger Shiva. On était en Beth Midrash, la rabbinite, elle est rentrée, automatiquement on s'est levé. Un autre exemple, pourquoi on s'est levé? Parce que c'est par respect pour la rabbinite. Le deuxième exemple, qui n'est pas moins important, et ça j'ai eu le privilège de le voir de mes propres yeux, qui m'a beaucoup ému à l'époque, le Rav faisait une conférence à Jérusalem et une des personnalités qui était présente à cette conférence, c'était Madame Neher. Madame Rina Neher, qui était la femme du professeur André Neher, si vous connaissez. Et le Rav avait plein d'élèves autour de lui qui posaient des questions, tout ça. Et Madame Neher, elle est passée à côté. Et le Rav... Et le Rav... Sympathique. Pour terminer l'anecdote, Madame Neher, elle est passée à côté du Rav et plein d'élèves autour du Rav. Automatiquement, le Rav, il s'est levé. Il a fait un signe de respect auprès de Madame Neher. Donc déjà, ça vous montre, parce que quand c'est moi qui fais ça par rapport à Baït, on se fout. Mais le Rav qui fait ça par rapport à Madame Neher, ça a d'autant plus, encore une fois, d'impact. Vous voyez bien qu'encore une fois, il n'y a pas ce problème de respect ou de non-respect à l'égard d'une dame digne de ce nom. Ça, ce n'est pas la question. Parce que notre objectif, encore une fois clair, ce n'est pas justement l'apprentissage, j'ai envie de dire, intellectuel. L'apprentissage intellectuel comme l'apprentissage sensible ne sont que des moyens pour être rattachés à Kadosh Baruch Hu. Pour reprendre la notion d'intérieur et d'extérieur, le corps, encore une fois, n'est pas négligeable, n'est pas méprisable, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qui est évidemment l'essentiel, c'est, je répète, c'est la lumière du foyer, c'est l'oxygène du foyer. D'accord? Et ce postulat-là ne nécessite pas, a priori, chez la femme, la nécessité, j'ai envie de dire, la nécessité de l'étude chez la femme pour atteindre ce point. Mais entendez bien que vous avez différents termes d'un point de vue ilchatique qui sont bien distinctifs. Vous avez permis, vous avez interdit et vous avez dispensé. D'accord? Dispensé ou autorisé. Et ce n'est pas, il n'y a rien rien de posteriori dans le mot que j'utilise. Seulement la femme, par essence, n'a pas a priori, semble-t-il, n'a pas l'obligation d'étudier. Mais l'obligation d'étudier ne veut pas dire que ça lui est interdit. C'est parce qu'on peut y arriver à un certain niveau sans ça, ou parce qu'on n'a pas arrivé à un certain niveau?
C'est la première réponse. Vous pouvez arriver à un certain nombre de choses sans passer par la nécessité de l'étude. Je pensais que ce soit niveau. C'est plus chose que niveau. Non, Niveau, j'ai c'est compris plus quand elle a difficile. dit niveau, mais j'ai entendu quand elle a dit niveau. Quand tu dis niveau, c'est par rapport à la proximité avec le Borou. C'est là, ouais. La capacité d'apprendre. Oui, là, c'est le numéro. Mais c'est ce que dit le Rav, regarde. La problématique, elle n'est pas au niveau intellectuel. Mais on va y revenir à ça. D'accord? Maintenant, regardons, s'il vous plaît, commençons notre propos, parce qu'il faut avoir ça en tête. D'accord? Parce que vous allez lire là des sources que, et je répète, comme on a été intoxiqué par le monde occidental, donc ce que nous allons lire, vous entendez autre chose. Bon gré, malgré vous, vous entendez autre chose. D'accord? Regardez ce que dit accord numéro 1. Pour le Sefer Devarim. ולימדתם אותם את בניכם, לדבר בם בשבתך, בביתך, ובלתך, בדרך, ובשורבך ובקומך. On connaît tous ce verset, évidemment, et il est inscrit justement que tu vas enseigner à tes fils. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est les fils, c'est un mot générique pour entendre aussi les filles. Eh bien non. Rashi, Misha, alors d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Misha she'aben yoda ledaber, lamdeu Torah. Tziva lanu Moshe. Dès que le petit garçon il commence à savoir parler, tout de suite, tu lui apprends la lecture du schéma, la prise de conscience, encore une fois, que, eh bien, il faut étudier la Torah, que c'est quelque chose qui est intrinsèque, c'est pour cela qu'il a été façonné. Le Midrash Halacha, accord numéro 3 dans le Sifri, Lamadetem otav et benerem velo bnotechem. Donc, on insiste. C'est pas innocent qu'il soit inscrit tes fils et pas tes filles. On n'a pas d'obligation à enseigner, a priori, la Torah aux filles, alors qu'on a l'obligation de l'enseigner aux garçons. Donc, là encore une fois, il y a une question qui s'impose. De quelle Torah parle-t-on? C'est aussi une question importante, parce que Torah, c'est un terme générique. Dans Torah, on peut entendre Torah, on peut entendre Mikra, on peut entendre Mishnah, on peut entendre Gemara, on peut entendre Halacha, on peut entendre Kabbalah. Tout ça, c'est Torah. C'est nous dit le Rambam, accord numéro 4, Nashim ve Avadim ve Ktanim pturim Talmud Torah. Les femmes, les serviteurs, les esclaves, et les petits, les enfants qui sont donc pas encore une fois à un âge où ils ont cette obligation, sont dispensés d'étudier la Torah. Aval katan aviv chayav et lamdo Torah. Mais celui qui est déjà le petit, encore une fois, qui a un âge où ça y est, il commence à parler, comme on l'a vu, son père a l'obligation de lui enseigner la Torah, ainsi que, eh bien, il est enseigné le verset que nous avons cité en exergue. Et, poursuit le Rambam, mais la femme n'a pas cette obligation d'enseigner à son fils, chez Kol Achayav l'elmod, Chayav l'elamed, puisque la seule raison essentielle pour laquelle nous étudions, c'est pour pouvoir l'enseigner. Étant donné que la femme, eh bien, n'a pas l'obligation de l'étudier, donc elle n'a pas l'obligation d'enseigner. D'accord? Je poursuis pour l'instant. Vous sortez de vos gonds quand vous voulez. Hein. Mais voilà, je poursuis. Avec, encore une fois, un respect infini à l'égard de nos maîtres. Et je vous ramène des sources suffisamment anciennes pour vous montrer, encore une fois, à quel point cette question, elle a déjà été évoquée par nos maîtres. Problématique de Beth Yaakov, quand ça a été... On va y arriver. On va arriver, ça va être ça par la suite. On va y arriver. Mais tu vas voir, justement, c'est une très bonne remarque. Et j'ai bien aimé ta remarque. La problématique, tu vas voir si c'est une problématique. Ils apprennent que les halachot. Vous allez voir. Non, mais au début, quand j'étais personne, Ouais, ça raconte les chemises bleues. Les Haredim, chemises bleues. L'école des filles, quand il y a du chemise bleue. en fait, de base, au début, ça a été... Attendez, pas trop dans les on va voir. On va en parler. On y arrive. On y arrive. Mais tu vas voir, justement. Parce que, justement, tu as dit problématique, ça montre déjà qu'il y a un aiguillage qui a été posé. Et c'est moi, c'est très important ce que tu as dit. Ça a été fait pour ça. On va voir. Dans le sens où, voilà, au début... On va voir le Rav Etzraïm. Attendez. Je poursuis. Le traité de Sota, accord numéro 5. Kol amelamed bito Torah kilu lomda tifloud. On connaît tous cette expression. D'accord?
C'est quoi tiflout? Tiflout, comme son nom l'indique, tafel, c'est quelque chose de moindre important. C'est pas Avodazara. Mais c'est quelque chose qui, encore une fois, est désuet. Est-ce qu'une femme a le droit d'ouvrir une masechet de Gemara? La question, elle est très précise. Est-ce que la femme a le droit d'ouvrir une masechet de Gemara? Il a fait, c'est tout. Je te dis, est-ce que la femme a le droit d'ouvrir une masechet de Gemara? La réponse est oui. Est-ce qu'elle a un devoir de le faire? La réponse est non. Est-ce qu'il est préférable de le faire? La réponse est c'est une très bonne remarque. Tout va dépendre de la motivation. Mais on va y revenir. Non, moins la question du sujet. Mais tout va dépendre de la motivation. C'est-à-dire, tu sais, j'ai souvent dit, je ne sais pas si je peux le dire ici, mais ça me fait toujours rire. Parce que quand j'ai l'opportunité de monter sur la montagne là-haut, alors, vous savez, juste à côté, il y a le minyan des femmes qui mettent les filles, c'est des idiotes là-bas. Et ce qui me fait toujours rire, c'est qu'on monte assez tôt, parce que, c'est l'heure, 6h, 7h du matin, quoi. Et ça me fait toujours rire parce que je vois les femmes là-bas, il n'y a personne. C'est-à-dire, on veut bien mettre les tefilines, mais en mode rabat, quand même. Il ne faut pas non plus déconner. Et là, ça me fait beaucoup rire. C'est-à-dire qu'il y a une motivation qui est éventuellement de mettre les tefilines, c'est une question à part entière. Mais la vraie question, c'est est-ce que j'ai envie de mettre les tefilines, dit cette jeune femme, ou j'ai envie d'être comme un homme? Et quand tu me demandes justement est-ce qu'il est préférable d'eux, ça dépend. C'est très aléatoire en fonction, encore une fois, de la motivation de la femme qui va ouvrir la Gemara. Aujourd'hui, vous avez des bâtés midrashot, même plus que ça. On n'a pas des midrashot aujourd'hui. Il y a des endroits qui sont nommés yeshivot pour filles. Yeshivot pour filles, où la jeune fille va étudier la Gemara à la Seder Daf Yomi. Et pourquoi appeler ça yeshiva? Tu vois, il y a déjà cette problématique de parité qui vient encore une fois du monde occidental, qui est totalement scabreuse et qui n'a aucun sens. Il y a à honorer, c'est pour ça que ma question elle est très claire, c'est est-ce qu'il est naturel pour une femme d'étudier la Torah? Réponse, oui. Et c'est plus que oui, aujourd'hui c'est fondamentalement nécessaire. Et puis j'ajouterai un point supplémentaire, on peut vivre sur un petit nuage en se disant que si ma femme elle est analphabète, c'est pas grave, parce que moi je suis l'homme et je vais je sais pas quoi. Mais la discussion entre un homme et sa femme, elle va être assez limitée, quoi. Et je suis navré de le dire, mais ça peut être utile de discuter entre un homme et sa femme. Ne serait-ce que pour préparer le café le matin. Mais encore une fois, c'est ça qu'il faut entendre. On va continuer. Regardez ce que je dis. Donc, Rashi, accord numéro 6, ce Keilou, Mesdames Datiflo, Torah chez Mitocha, pour reprendre ta remarque tout à l'heure de niveau, chez Mitocha, Imevina, Armumit, Veosa, Dvarim, Betsina. Ça veut dire que c'est la Bina Yetera. Elle a naturellement une intelligence à saisir un certain nombre de choses qui ne nécessitent donc pas ce passage par l'étude pour arriver justement à la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Mais ça dépend de quoi? On va y revenir. Le Rambam, le même Rambam qui a rappelé le fait que, effectivement, eh bien, un père a l'obligation d'enseigner à son fils, c'est pas forcément une mère. Le même Rambam va dire, Makor numéro 7, Isha Shelam Da Torah, vous voyez, Yesh la Sachar. Elle a une récompense, elle a une valeur. Aval, et non, que Sacharish. Mipne, Shelon Itztavet. Pourquoi est-ce que la question d'avoir d'être ordonné, eh bien, pèse sur la balance du mérite? C'est plus que ça. Quand tu vas faire quelque chose sur lequel tu n'es pas obligé de faire, eh bien, il n'est pas certain que tu le fais pour servir à Akadosh Baruch Hu plus que pour te faire plaisir à toi-même. Il y a une valeur, on reçoit sur soi le joug divin. Aujourd'hui, ce n'est pas à la mode de parler de joug, de parler de crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Il faut parler de l'amour, et encore de l'amour, et encore de l'amour. Ben, je suis navré, mais en tant que jeune mère, j'espère que vous en êtes conscient de cela. C'est bien de dire à ses enfants, oui, tu pourrais faire ça, mais moi, ta mère, j'ai décidé que tu ne pouvais pas le faire, donc tu ne le fais pas. C'est scandaleux ce que je dis maintenant. Mais il faut le dire. Et ben, c'est partie du jeu, j'ai envie de te dire.
Et pas parce qu'en réalité, vous voulez être cruel avec vos enfants, mais parce que justement, vous avez ce rôle pédagogique qui est essentiel et qui est fondamental. La notion, la notion d'ordre a une valeur essentielle. C'est pour ça qu'il nous dit, la femme qui a étudié la Torah, puisqu'elle n'a pas cette obligation, il n'y a pas de certitude qu'elle le fasse réellement pour servir que pour servir des désirs personnels. Pardon? La curiosité intellectuelle, se mettre à la même oui, mais c'est une réalité qui existe. Les femmes qui veulent absolument, la fameuse parité qu'on évoquait tout à l'heure, l'idée que la femme ait aussi le droit. Non, mais le problème, c'est que tu as aujourd'hui des réalités, des mouvements féministes qui se disent religieux et qui vont dans cette direction-là. Il y a une sorte d'honneur comme ça. Nous aussi, on est capable. Sauf que personne dans la Torah n'a dit qu'elle n'était pas capable. Qu'est-ce qui sera notre désir que sur la fondation que d'étudier la Torah? Peut-être qu'inconsciemment, à un certain moment, je te dirais que vous êtes pareil, que tu as le même rôle que lui de le faire. Il y a ça, mais j'ai plus loin que ça. J'ai plus loin que ça. Tu te perds quand tu es trop à l'intérieur. J'ai plus loin que ça. Mais on va y revenir tout à l'heure avec le don de la Torah. Le rapport, aussi noble soit-il, de vouloir te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il y a une satisfaction personnelle qui n'est pas forcément louable. Je vais prendre l'exemple de l'homme, d'accord? J'ai souvent dit ça aux jeunes khatanim, aux jeunes qu'ils trouvent. Non, voilà, je prends l'exemple très personnel. Il y a, ma femme, elle a pigé le truc, c'est ça le problème. C'est que quand, une fois, je suis allé il y a 2-3 ans de cela, en vacances, on était à Jérusalem, bref, et il fallait qu'on aille acheter des vêtements, des belles robes pour mes filles. J'ai 3 filles, et comme bon elles ne vont pas s'habiller en sac à patates, donc je suis content qu'il y a des beaux vêtements à Jérusalem et dans d'autres endroits où on peut acheter comme ça des belles robes. Fait. Seulement, j'avais déjà vécu l'expérience avec mon épouse, mon chef. Acheter une robe, c'est pas évident, mais acheter plusieurs robes pour chaque enfant, c'est encore plus compliqué. Donc, j'ai trouvé le moyen. On y va, il y a mon fils aussi qui est sur le fauteuil en arrivant dans le magasin. On va accompagner ma femme et mes filles pour acheter les robes, mais 1 heure avant Mincha. Voilà, je vous le dis, c'est le système infaillible, parce qu'une fois que l'heure, elle arrive à un truc, on peut pas qu'on ait à Mincha. Alors, je rigole parce que là encore, ça passe. Mais tu as ces hommes, je prends le titre masculin, qui jouent sur la PlayStation pendant toute la semaine. Et quand il faut s'occuper des enfants, quand il faut, je ne sais quoi, faire d'autres formes de tâches, ah non, il y a vite. Non, j'ai fait plus tard qui m'attend. Ce que je veux dire, c'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'à titre féminin, tu peux avoir envie de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais il faut entendre que ce rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, la valeur que ça a de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pour cela d'ailleurs que la plupart, beaucoup de mitzvot qui sont rattachés au temps, la femme en est dispensée parce qu'elle a d'autres tâches qui ne sont pas moins importantes. Il faut que tu comprennes que de pouvoir éduquer tes enfants comme il se doit, c'est servir à Akadosh Baruch Hu. Et qu'une femme, aujourd'hui, dans le monde actuel, eh bien, elle va chercher ce qu'on appelle son accomplissement personnel et qu'elle ne va pas le retrouver en ayant préparé le couscous, en ayant fait la lessive, en ayant éduqué les enfants, en les ayant habillés comme il se doit pour aller au GAN. Ça va être déprécié, voire méprisé, et que pour elle ne sert pas à Kadosh Baruch Hu en faisant cela. Et donc, par conséquent, elle pourrait arriver à la conclusion que pour mon accomplissement personnel, eh bien, j'ai envie d'étudier la Torah, pas par désir de devenir comme un homme, ou pas par orgueil, ou pas par vœu carriériste, mais uniquement parce que j'ai envie de m'y retrouver, moi, mon moi. C'est très bien, mais c'est très bien quand c'est en cohérence, encore une fois, avec la valeur du foyer. Exactement, exactement. Il y a une rabbinite qui vient à Co assez fréquemment tous les 15 jours de Jérusalem, qui s'appelle la rabbinite Edith Eskovitch, qui est une grande rabbinite reconnue. Bref, et je sais que quand ma femme, elle va à ses cours,
D'abord, ça coûte de l'argent, etc. Mais c'était assez en cohérence avec notre couple que c'est évident qu'elle y va. Et ça m'importe qu'elle y aille. D'accord depuis qu'ils sont tout petits, hein, c'est pas parce qu'ils sont grands, mes enfants, que des trucs. C'est pas grave, je sais changer les couches, c'est pas le problème. Mais ça m'importe qu'elle y aille, pour la santé, encore une fois, du foyer. Et c'est en cela où je te dis que si, encore une fois, il y a un cours pour les femmes, en l'occurrence, c'est quelque chose qui a une valeur, pas pour toi. En tout cas, pas uniquement pour toi. Il a une valeur pour la santé du foyer, pour l'épine dorsale du foyer. Et c'est à ce niveau-là où, effectivement, il a sa place. D'accord? C'est quoi la différence entre étudier et étudier aller à un cours? On va y revenir. On va y arriver aussi. Il y a des périodes aussi où l'homme comme la femme, comme j'ai coutume de l'expliquer, doivent comprendre que quand Yehoshua il part à l'armée, il part conquérir la terre d'Israël, il y a 3000 halachot qui ont été perdus après la mort de Moshe. Et Yehoshua est intéressé à les récupérer. Akadosh Baruch Hu lui dit, ce n'est pas ton rôle maintenant, tu es Ramatkal, tu as autre chose à faire. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est un petit peu la même chose à l'échelle du peuple quand on part à l'armée, et c'est la même chose à l'échelle du foyer. Quand il me colle à Kavod, il faut se préoccuper de changer la couche et de faire le bain du petit, eh ben, on va un petit peu négliger la chevruta. Il y a des femmes qui sont exceptionnelles et qui pourraient se sont dit non, je veux que mon mari il court au Beth Midrash, c'est tout à leur honneur, mais c'est pas obligatoire. Et surtout dans la génération actuelle où la femme, dans la majorité des cas, et je pense que je suis bien placé pour en parler, elle ne se contente pas de travailler à l'intérieur, elle travaille aussi justement à l'extérieur. Donc automatiquement, il y a un bouleversement dans la famille moderne qui fait que la femme ne peut plus seulement se contenter de pouvoir être sereine et être à la maison. Cette ambivalence-là d'être à l'intérieur et à l'extérieur, automatiquement nécessite une connivence entre l'homme et la femme pour arriver à gérer cela. D'accord? Mais c'est aussi à l'homme de prendre... Bon, c'est dans les deux sens, quoi. Il y a une époque, à Akko, je donnais des cours pour les femmes, et c'était très marrant parce qu'il y avait un cours pour les femmes. Même à Netanya, quand je le fais là-bas, c'est très marrant parce qu'il y a les hommes qui attendent. Alors parfois, il y a des jeunes pères qui s'occupent des enfants, ils n'en peuvent plus, ils vont mourir. Et il y a les femmes qui sont au cours. Et là, c'est partie du jeu, quoi. Il faut apprendre. D'accord? En tous les cas, donc nous dit le Rambam, Vekol haosher, Vekol haoseh davar, sheino metzuva alav, la'asoto, en sraro kesachar mitzvah. Il a ajouté au-delà de la femme toute réalité, encore une fois, où tu ne serais pas obligé de faire quelque chose, eh bien, ça n'aurait pas autant de valeur et autant de mérite que ce que tu es obligé de faire. D'accord? Avant de se préoccuper, si je peux me permettre, de faire ce qu'on appelle minagé chassidut, avant de faire plus que ce que le Shulchan Aruch te demande, préoccupe-toi de faire ce que le Shulchan Aruch te demande. D'accord? Chassa elo pachot meno, ve'af al pi, shesh la sachar, même si effectivement donc elle a un mérite, tzivu hachachayim, shelo ilmad adam et bito Torah. Mais les chachayim ont fixé de ne pas enseigner la Torah à sa fille. Mipnei, sherov anashim ein data mechavenet leitalmed. Et pour le préférable d'ouvrir la Gemara. Leur conception intellectuelle, leur formation intellectuelle, si je puis dire, eh bien, ne correspond pas à la manière dont est forgée la Gemara. Je pense que tu as des exceptions, la femme du Rabbi Meir est connue pour cela, mais je pense que, de manière générale, l'intelligence de la femme n'est pas en accord avec la manière dont est organisée la Gemara. Aussi, mais je pense que c'est plus que ça. La Gemara, certains, on pourrait organiser la Gemara de manière beaucoup plus académique. Mais la Gemara, tu ouvres la Gemara, tu as Rashi d'un côté, tu as Tosfot, dans tous les sens. En plus, mais c'est une guerre. C'est une guerre. Je te réponds de la même manière qu'une femme n'est pas, habilitée à étudier la Gemara, une femme n'est pas habilitée à partir à l'armée. Au risque que ça fasse encore des histoires, c'est pas grave. J'ai expliqué au cours hier sur le fait que quand une femme elle est combattante, vous savez ça qu'une femme elle est combattante, alors on demande expressément, il y a un papier que la femme elle remplit, et on lui demande que si elle a des problèmes de fertilité, il se décharge. Rien que ça déjà, tu comprends qu'il y a un truc scandaleux.
Et l'Europe a trouvé une solution absolument exceptionnelle qui essaye de démontrer qu'une femme a tout à fait le droit de vouloir être reconnue comme femme sans avoir besoin de vouloir être mère. En gros, on est en train de changer ce qui est, encore une fois, naturel. Je n'ai pas dit d'avoir 15 enfants, c'est un autre sujet. Mais on est en train d'essayer de transformer ce grand privilège qu'a la femme. Privilège peut-être douloureux aussi, je ne suis pas en train de ça. Pour la petite histoire, entre parenthèses, c'est pas drôle, je voudrais que c'est pas drôle, mais ça va. J'ai expliqué une fois que, vous savez, le fameux Betsar Tildi Banim, fait d'accoucher dans la douleur, et je dis, il a donné l'intelligence à ses chercheurs, à ses scientifiques, la péridurale. En français, l'épidurale. L'épidurale, sur la piqûre, quoi. Et quelqu'un, une femme, elle lui a dit, mais non, mais la femme, elle doit accoucher dans la douleur. Voilà. C'est-à-dire que la femme en question, elle était absolument choquée sur le fait qu'effectivement, eh bien, on arrive à trouver aujourd'hui des solutions médicales qui permettent d'adoucir l'accouchement de la femme, mais sous prétexte que c'est écrit que la femme elle doit accoucher dans la douleur, donc l'épidurale, c'est un problème. Non, c'est pas vraiment écrit, mais je veux dire, même s'il y a une truc là, et ben, on souffre. Mais non, mais l'idée, si tu veux, l'idée. Non, mais l'idée, si tu veux, qu'on puisse essayer de cautionner, de justifier la douleur, encore une fois, même s'enorgueillir de la douleur, me paraît absolument, me paraît totalement chrétien, totalement détestable. Et oui, c'est partie de ce qui s'est passé après la faute du premier homme. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se préoccuper d'essayer d'alléger cette douleur du mieux qu'on peut. D'accord? C'est pas ce truc de refuser pour l'épidurale, c'était pas tant pour dire non à la recherche, c'était que j'avais entendu. Il y avait une charge de souffrance à prendre avant la mort du Mashiach, et plus on prenait, plus ça faisait arriver le Mashiach. Alors, c'est pas question de trucs de Torah. Non, mais alors je vais te répondre parce que je suis de bonne humeur. Non, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai ce qu'elle dit, mais à la seule condition que le Mashiach soit Jésus. Voilà. Je suis navré de te dire. Je suis totalement contre ce genre de vote. Mais c'est macho, c'est pas du tout. Non, il y a. Non. Quand on souffre l'accouchement, on prend sur nous, on amène le macho. Et de toute façon. De toute façon. Comment ça s'appelle? Sarah. De toute façon, je tiens à te dire, de toute façon, on ne cautionne pas la souffrance. On ne veut pas. Non, mais ni la demander, ni la souhaiter, ni s'en réjouir. Si on peut éviter la souffrance, il faut en profiter un maximum. D'accord? En hébreu, excusez-moi, juste une seconde. Je vais reprendre ce que pour que ça bien clair. Là, c'est un autre sujet, mais c'est important. C'est pour ça, c'est bien qu'on fasse une fois par mois et pas tous les 15 jours, mais voilà. Bref, je fais la parenthèse. Il y a une différence en hébreu entre Amal. Il y a une différence en hébreu entre Amal et Sevel. D'accord? La question de Amal, la question de l'effort, tu as tout à fait raison. Il y a une nécessité à faire des efforts parce qu'on acquiert les choses avec plus de force. On est plus méritant en ayant acquis les choses avec force. D'accord? Mais par contre, la souffrance n'est en aucun cas, je vais dire justifiable parce que ce serait pas le bon terme, mais en tous les cas, n'est en aucun cas souhaitable. Si on peut éviter la souffrance, on peut l'éviter. D'accord? Il y a des Issourim, Issourim est marqué, mais ça reste des Issourim. Et l'épidurale. Non, mais tu as le droit de le faire. Non, mais tu as le droit de Non, mais tu as le droit de ne pas faire. J'ai pris juste ça comme exemple, c'est pour te montrer encore une fois sur la problématique qui est posée. Si encore une fois notre objectif est de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu,
Akadosh Baruch Hu, excusez-moi, Akadosh Baruch Hu a donné, encore une fois, cette adjuration de dire qu'effectivement, tu vas accoucher dans la douleur, mais il a aussi donné l'esprit, Baruch Hashem, il a aussi éclairé l'esprit des chercheurs pour permettre d'adoucir cette douleur, et c'est une bracha. On dit dans la prière de la Hamida, Atachonen, la Adam, Bina, Da, Bina Maskel. C'est un cadeau, Chonen. Donc, plus, et en plus, on est dans le mois de Elul avec la Teshuvah, plus le monde avance, plus le monde se parfait intellectuellement, moralement, physiquement, scientifiquement, spirituellement, à tous les niveaux, plus, encore une fois, eh bien, nous nous rapprochons de cette Teshuvah grandiose qu'attend Akadosh Baruch Hu. Ayen Shamshan, Rabbi.com, il y a un article là-bas sur la Teshuvah. Mais c'est super important, parce que c'est l'essentiel justement qui est évoqué ici. En disant justement Tiflout, c'est où est l'importance, où est c'est quoi la direction, c'est quoi le ya'at, c'est quoi la finalité de ce que nous sommes en train de faire. D'accord? Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'a priori l'homme, justement, enfin l'être humain, n'a pas forcément à enseigner la Torah à une femme. Et justement, le Rambam met en évidence, vous avez la ligne suivante, Bemad varim amurim. Sur quoi on parle? Betorah shebe'alpe. Aval Torah shebirtav lo imadota lechatrila. On parle de la Torah orale qui serait clairement considérée comme étant inappropriée à l'égard de l'intellect féminin. Et quand on parle de Brouria, quand on parle de Nechama Leibovitch, de Madame Nechama Leibovitch, quand on parle de Madame Neher, il y a toujours deux types de gens. Il y a ceux qui vont dire, ou celles qui vont dire, ben, tu vois, il y a Brouria. Mais justement, la Gemara, elle parle de brouilla avec beaucoup d'admiration et beaucoup de respect, mais elle est exceptionnelle au milieu d'un certain nombre de femmes. Quand on parle de Madame Ner, c'est une femme exceptionnelle. Quand on parle de Madame Amadou Valenti, c'est une femme exceptionnelle. Quand on parle de Madame Nechama Leibovitch, son frère était fou, mais elle était exceptionnelle. Vous comprenez? On prend part, ce n'est pas toutes les femmes. Et ce qui ne veut pas dire que toutes les femmes ne sont pas respectables. Au contraire. Il y a cette fameuse l'enseignement du Rama, vous connaissez ça, sur à Pessah, savoir si les femmes elles ont l'obligation de s'accouder ou non pour le Seder. Alors il y a la halakha, elle dit que uniquement les femmes importantes, elles ont l'obligation de s'accouder. D'accord? En gros, à Golda Meir. Les femmes qui ont un rôle public important. Les femmes n'ont pas l'obligation de s'accouder, pour Pessah. Sauf les femmes qui ont un rôle public important. Et le Rama, quand moi j'ai riche, alors il dit, toutes les femmes sont importantes. À cela, j'ai toujours entendu Moulette, il dit, il a peur de sa femme. Voilà. Mais si tu as enseigné la Torah, je te dis pas exactement, im limda, et non, on parle de la Torah écrite face à la Torah orale. Mais là-dedans, il faut entendre quoi? Même dans la Torah orale, de quoi parle-t-on? Si vous n'étudiez pas les Ilchot Shabbat, si vous n'étudiez pas, vous êtes préparé au mariage, si vous n'étudiez pas les lois sur la pureté familiale, mais comment vous allez vous en sortir? La kashrut, tout. C'est ce que tu dis, regardez dans Sefer Chassidim, accord numéro 8. Chayad avadam lelamdo lelmod lebnotav amitzvot kagon piska halachot. On a besoin d'apprendre. Tout ce qui, encore une fois, est nécessaire à l'étude. Il nous dit, qu'est-ce qu'on ne va pas forcément étudier? J'avance un peu plus au bout de la ligne. Zeu omek talmud ve'tameh mitzvot ve'sodeh Torah. Non, le tameh mitzvot, quand il dit tameh mitzvot, non. Non, parce que tu parles d'autre chose. Quand tu entends tameh mitzvot, tu ne parles pas de Emouna, tu parles de Kabbalah. C'est-à-dire, ce sont deux choses différentes. Le Tam mitzvah, d'étudier la Emouna pour se renforcer dans la valeur qu'on va donner à la mitzvah, c'est tout à fait louable. C'est-à-dire, c'est à partir de l'adhésion à la mitzvah. Exactement. Bon, c'est-à-dire, mais de renforcer là-dessus. Mais quand on parle de ce qu'il dit maintenant, c'est surtout, encore une fois, par rapport aux profondeurs de la Torah. Il y a des discussions, je parlais tout à l'heure de l'armée, mais c'est la même dimension. Il y a des terrains en friche à conquérir. Et la femme, elle n'est pas animée par ça, n'est pas habilitée par cela. Elle est l'éclairage, justement, de ça, du foyer, elle est l'éclairage de la nation. C'est pour ça qu'il met parfois en mec Talmud.
Je vous donne un exemple entre parenthèses, et ça me fait beaucoup rire parce que je raconte souvent ça. Mon épouse et moi-même, mon épouse, elle a deux défauts. La première, c'est qu'elle est ashkénaze, ce qui est déjà. Et le deuxième, c'est qu'elle est rationnelle, elle est intellectuelle. Et moi, je suis plus dans le côté littéraire, artistique, etc. Et je suis séfarade, ce qui est déjà bon. Non, je rigole. Mais très sérieusement, c'est pas vous voyez, encore une fois, c'est pas une capacité intellectuelle. Ça n'a rien à voir. Mais je cite souvent mon épouse, je t'ai par rapport à ce point-là, qui me dit elle-même, alors qu'elle est matheuse, alors qu'elle est rationnelle, que mon rapport à la réalité est beaucoup plus analytique qu'elle. Elle est là, la nuance. La femme, de rentrer dans ses profondeurs, dans ses méandres du Talmud, demande une capacité d'analyse constante. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont animées par cette capacité analytique? Oui. Est-ce que d'un point de vue idéal, il est bon que les femmes, et là je sais où je parle en disant cela, est-ce qu'il est bon d'un point de vue idéal que les femmes étudient au Technion? Je vous réponds non. Est-ce que dans la réalité actuelle, eh bien, faut-il empêcher aux femmes d'aller au Technion? Certainement pas. Il faut bien cerner ces nuances. Dans la même optique, entre parenthèses, le Rav Kook a écrit un article sur j'ai fait un cours là-dessus, sur cet article-là, sur le droit de voter des femmes. Et vous savez que le Rav Kook, il développe l'idée qu'il n'est pas bon que la femme, elle vote. Mais quand il met cela, il faut comprendre le contexte dans lequel il s'exprime. Si on parle d'un point de vue, encore une fois, où la femme est honorée dans ce rôle essentiel du foyer, elle ne va pas se préoccuper de ce qui va se passer à l'extérieur du foyer. Okay. Tout ça, ce que vous dites, c'est que vous voyez la femme en tant qu'une partie de la maison, parce que même là, elle a le droit de voter. C'est qu'on dit, elle n'est pas un individu. Son mari est un individu, et elle est quelque chose dans. C'est très important ce que tu dis, ok. Donc, du coup, non. On est des personnes à part entière et. Non, c'est pas du tout. Mais tu as tout à fait avoir des idées. Oui, mais justement, ce que tu dis maintenant, c'est une des raisons, c'est très juste ce que tu dis maintenant, c'est un sujet, mais c'est exactement ce pourquoi le Rav Kook dit justement qu'il n'est pas forcément une bonne chose que la femme aille voter. Pas contre elle, mais contre la paix et la santé du foyer. Ça, on va sacrifier, hein. C'est pas sacrifier. C'est pas sacrifier. Il y a encore une fois un ordre de priorité. Tu pourrais me reprocher de la même manière pourquoi est-ce que la femme, elle prend le nom du mari. Oui, pourquoi est-ce qu'elle perd son identité? Pourquoi est-ce que quand tu allumes des bougies de Shabbat, tu fais comme ton mari t'indique de le faire et pas comme ta mère t'a enseigné de le faire? Mais encore à la fois, c'est différent. Mais il y a quelque chose de très sensible. Ah, c'est une question de sensibilité. Je peux t'assurer, tant mieux si tu le prends bien, et je peux t'assurer que par mon expérience, il y a un certain nombre de femmes pour qui c'est très difficile de plus manger de lait avec du poisson, d'allumer les bougies de Shabbat avant ou après la bracha. Je connais des femmes qui ont des difficultés avec ça. Je comprends, parce que voilà, déjà, je sais pas, je ne pas pour tout le monde, mais pour moi, on est arrivé, genre, le rabbin, des fois, il a une façon de psychiatre un peu différente. Mais tu viens, c'est pour ça que je te dis. Voilà, oui, mais tu as pris ça dans la santé de ton. Ah, bah, tu le savais parce que ce point-là, tu l'as accepté. C'est comme si tu fais un dans ton foyer avec ton mari. Mais j'ai pas compris comment. Par contre, tu as décidé. Ce que je te dis, là, tu fais une autre action. C'est un choc. Aujourd'hui, la question, elle n'est pas d'actualité au niveau ilchatique. Je parle juste au niveau, encore une fois, de l'idéal. Pourquoi est-ce que le Rav Kook s'est exprimé? Et entre parenthèses, dans cet article, le Rav Kook dit aussi pourquoi, tout ce qu'il explique, mais aussi pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Le problème n'est pas encore une fois, parce que là encore, ce que tu entends dedans, c'est un mépris à l'égard de la femme. Alors que c'est pas ce que. Et pour ça, je vous ai prévenu au début. Ce n'est pas un mépris à l'égard de la femme que d'exprimer ce genre de propos. Parce que l'objectif, d'abord et avant tout, qui est l'essentiel, c'est comment est-ce que nous améliorons, comment est-ce que nous parfaitisons, j'ai envie de dire, le projet divin. C'est ça l'objectif. L'objectif, ça cloche beaucoup, c'est pas autre chose. Tu l'as dit. Oui, c'est juste. Tu l'as dit à. Tu sais, je suis navré de. Je ne vais pas faire de la pub, mais toutes les deux pourraient témoigner. C'est le cours d'hier. C'est le cours d'hier. C'est le cours d'hier. Le cours d'hier que j'ai fait, toute la question justement du gouvernail, qui est la femme.
L'homme, il est là pour. C'est les ailes. Il avance, c'est le bateau. Mais s'il n'y a pas de gouvernail, la maison, elle tombe. Oui, c'est les ailes, ils ont le gouvernail. Ok. Je t'en supplie. Pour lui, c'est. Je t'encourage à aller voir le cours d'hier. Parce que c'est exactement la problématique. Justement, quand tu as dit que une femme est un élément à part entier, mais ça me fait rire parce que tu laisses entendre que l'homme serait une réalité sur d'électrons libres et la femme serait là pour l'aider. Sauf que, il y a un problème avec ce que je dis. Pourquoi? Parce que le Maharal développe l'idée qu'un homme normalement constitué ne peut pas être célibataire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un homme n'est pas un homme tant qu'il n'est pas marié. Mais pourquoi une femme alors mais aussi, d'accord, une femme, elle n'a pas son rôle, c'est d'aider son mari. Elle fait quoi une femme célibataire? Tous les exemples que vous donnez, la femme qui construit son foyer, bah, elle fait quoi? Elle peut rester célibataire toute sa vie, mais elle n'a pas de le rôle de l'homme comme de la femme, c'est de constituer une entité qui va servir à Kadosh Baruch Hu, chacun avec sa facette, chacun avec sa qualité particulière. Et cette qualité particulière, elle doit prendre en considération l'idéal auquel on aspire, mais elle ne peut pas non plus négliger la réalité du monde dans lequel on se trouve. C'est pour ça que je parle du droit de vote, ou je vais arriver dans 2 secondes, grâce au Chavetz Chaim, sur le rapport à l'éducation, sur le rapport à l'instruction. Si l'instruction t'amène à faire preuve d'orgueil et à mépriser, vous savez qu'un des problèmes, par exemple, qui a été posé dans un certain nombre de shidduchim, de jeunes hommes qui sortaient avec des jeunes filles, où la jeune fille, eh bien, était déjà en train de finir un Tohar à l'université, alors que le garçon, eh bien, il avait fait Yeshivat Esder, il partait à l'armée, etc. Donc, elle commençait à rentrer dans la vie active, quand le jeune mari, bah, il y pénétrait à peine. Et ça a créé des décalages dans les shidduchim, où la femme, sous prétexte qu'elle avait un Tohar Rishon, voire Tohar Sheni, bah, elle se prenait un peu avec prétention à l'égard du mari. Alors que le mari avait construit quelque chose qui était fondamental, qui était l'épine dorsale, encore une fois, du foyer, par le biais de la Torah. D'accord? Une femme qui est carriériste, est-ce que c'est légitime ou non? Peut-être que vous allez me dire, bah oui, c'est légitime. Oui, mais ça vient automatiquement au détriment d'autres choses. Et ce détriment d'autres choses, automatiquement, eh bien, il pose problème. Après, est-ce qu'il peut y avoir des arrangements au sein du couple où pendant telle période, tel laps de temps, c'est le mari qui prend plus à la charge tel ou tel projet? C'est-à-dire, ça, c'est des choses qui seraient dans le couple. Mais d'un point de vue idéal, est-ce que je vais vous rappeler, mais c'est quand même ce qui est inscrit dans votre Touba. D'un point de vue idéal, la parnassa ne compte pas sur la femme. Quand tu te parles de Ezer Kenegdo, la femme, elle est définie comme Ezer Kenegdo. Mais quand on dit Ezer Kenegdo, ce n'est pas un sous-fifre. Elle n'est pas Ezer, elle est Ezer Kenegdo. Ça veut dire qu'elle permet, encore une fois, au foyer d'arriver là où il doit arriver. Ça veut dire qu'elle peut être en face, justement, de l'homme et même d'aller contre l'homme, ça veut dire pour son bien. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais alors, dans ce cas-là, c'est qu'elle serait que ça. En réalité, je dois peut-être déjà le rappeler, l'homme façonné par Akash Baruch Hu était à la fois constitué d'un élément masculin et d'un élément féminin. Et je vous renvoie aux propos notamment du Rav Soloveitchik dans Isha Emouna, le croyant solitaire, sur le fait que cet Adam Aleph, eh bien, était constitué, si je puis dire, de dos à dos féminin et masculin, et c'était une mauvaise chose, comme l'a défini Akadosh Baruch Hu, pour l'homme. Il a séparé l'homme de la femme pour qu'ils soient l'un en face de l'autre. N'est-ce pas? On n'est pas chez les Grecs. Chez les Grecs, le fameux androgyne, où l'homme a été maudit parce qu'il a séparé les deux. Non! Le rapport de l'homme à la femme est un rapport, justement, qui est nécessaire pour la santé mentale, psychologique, biologique de l'homme en tant qu'entité. Jadai. Le rapport, encore une fois, du dialogue entre un homme et sa femme, c'est panim et le panim. Bassar echad, c'est à la fois un seul corps et à la fois une seule neshama. C'est pour ça que je répète, l'objectif d'une femme comme l'objectif d'un homme,
cette notion de soi isolé, coupé des autres, n'a pas de valeur, n'a pas de sens dans la tradition juive. Excusez-moi de le dire, mais j'ai rappelé ça ces dernières années, cette notion qu'on utilise en hébreu aussi de mishpacha chadorit. Et c'est un terme scandaleux. Une famille monoparentale. C'est pas vrai. Une famille monoparentale, c'est une famille brisée. C'est pas une famille. Ça n'a rien à voir avec la capacité psychologique. Est-ce qu'on a besoin d'amour? Oui, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait de l'amour du père, de la mère, de qui vous voulez. Non! Il y a deux éléments constitutifs essentiels, encore une fois, qui permettent de construire la nation, d'abord pour commencer, de la famille hébraïque, puis de construire la nation. Regardez, s'il vous plaît, l'évocation d'abord du Rav Kook, maintenant numéro 9. Torah leisha eino kiim lelamda. Aval im me'atzma lomedet. Al yedei shmiya lo matzanu leisur. Je vais demander quelle était la différence entre le rapport à un cours ou le rapport à l'étude. Il n'est pas répond. Tu entends un cours, il n'y a pas le même rapport. Il y a un rapport d'oralité. Exactement. On essaie, mais il y a un échange malgré tout. D'accord? C'est de la fin de continuité, tu sais pas exactement. Tu es en train d'essayer de soumettre un certain nombre d'idées. Et donc, il y a une question évidemment qui est posée si c'est judicieux ou non d'étudier. Mais quand on parle d'assister à un cours, il y a un échange, encore une fois, qui se fait et qui est censé vous parler, qui est censé, la preuve, c'est que vous réagissez. Et là-dessus, il n'y a aucun interdit. Mais allons plus loin. Le Chafetz Chaim, j'entendais tout à l'heure Beth Yaakov. Ka'asher Shamati. Regardez ce que dit le Chafetz Chaim. Quand j'ai entendu Sheitnadvu Anashim Irei Shamayim Vecharedim, des gens animés par la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, les Yassed Be'iram, de forger, de fonder dans leur ville une école Beth Yaakov. L'ilmod Bo Torah, afin d'enseigner la Torah, d'étudier la Torah, Ve'irat Shamayim, et la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, et les Midot, et les Chedet, Zu Torah, les Yaldot Achinu Bnei Israël. J'ai entendu, on va faire une école où les filles elles vont étudier la Torah. C'est le Chafetz Chaim. On n'est pas maintenant, il n'est pas connu pour être genre réformé, ni je ne sais pas, religion progressiste, ou je sais quoi d'autre. Non. Amarti, le Fa'alam Atov, Ishar Hashem Chelam, Umaase Yedehem Yechonen. Traduction brève, Hazak ou Baruch. Ki Inyan Gadol, c'est une grande valeur. Venachutsu Beyamenu Ele. En notre génération, c'est essentiel, c'est fondamental. Asher Zerem Akfira, alors qu'on a de l'hérétisme qui circule, qui court autour, Rachman al-Itzlan, Sorer, Bechol Tokpo, Ve, Achovshim, Mikol Aminim, et tous ces gens qui sont dits libres, donc éloignés de la Torah de toutes sortes, Vetsodim et Navalot Achinu Bnei Israël, et qui se préoccupent encore une fois. Vous savez que là, malheureusement, en hébreu, on a ce terme, n'est-ce pas, de Hamaharetz. Et pourquoi est-ce qu'il est appelé ignorant? Parce qu'un des sens qui est évoqué, il n'est pas pointilleux sur les mitzvot de Trumot ou Maasrot. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce que les Chachamim sont en train de nous dire en d'autres termes? L'ignorance amène à l'immoralité. Quand on n'a pas étudié, quand on n'a pas affronté les différentes questions sociétales, quelles qu'elles soient, que nous devons d'affronter, automatiquement, eh bien, on est perdu. Et c'est une des raisons supplémentaires pour laquelle le Rav Chaim insiste sur l'importance justement d'enseigner et d'étudier. Mais kol mishenaga irat Hashem belvavo, tout celui qui est animé par cette crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, a mitzvah litenet bito lilmod bebet sefer ze. C'est une mitzvah, il n'a pas dit que c'était possible. C'est une mitzvah d'envoyer ses filles dans une telle structure. Aujourd'hui, il y a plein de structures. C'est pas comme de la Beth Yaakov spécifiquement. On va à plein d'écoles. Mais d'entendre cela, les kol hachashashot, va'apikpukim, et tous ceux qui sont hésitants et qui ont des craintes, misour, les lamed et bito Torah, qu'on va faire, on va enseigner à nos filles la Torah, en shum beit michus leze beyamenu leze. Il n'y a aucune crainte à avoir. Est-ce que je suis pointilleux pour que mes filles se lèvent le matin pour venir à la tefila? Non. Ça les arrange bien d'ailleurs, elles ne se plaignent pas. Par contre, oui, j'estime qu'elles doivent étudier, elles doivent au moins lire la paracha de la semaine. Oui, elles doivent faire au moins le moussaf ou quelque chose d'une tefila.
On ne rentre pas comme ça à table, en pyjama, le Shabbat. Il y a une valeur. Mais je ne suis pas en train d'essayer de transformer mes filles en garçons. Elles ont leurs exigences en tant que filles, et mon fils a ses exigences en tant que garçon. Mais alors, quelle est la valeur essentielle de la femme? La réponse, vous la connaissez. Quand on est au Har Sinaï, vous savez, le moment où on va recevoir la Torah, n'est-ce pas? Il est inscrit, le verset qui apparaît chez vous, encore numéro 11, Ko tomar le bet Yaakov betaged le bnei Israël. C'est qui bet Yaakov? Les femmes. On peut s'interroger pourquoi c'est l'Omar et pas les Hagid. Et on peut s'interroger pourquoi est-ce que justement ça passe d'abord à Bet Yaakov, aux femmes, quand il faut à la maison, intérieure, le foyer. Et ensuite, tu t'adresses au Bnei Israël. Rashi Makor numéro 12, Kotomar le Bet Yaakov, Anaché. Yaakov, il est tombé amoureux de Rachel. Israël est tombé amoureux de Léa. C'est la même personne et c'est pas la même personne. Quand Yaakov, il rencontre Rachel, il se met à pleurer. Il l'embrasse et il pleure. C'est un cours sur Parashat Vaïtse, plus bleu. Aval, sur cette embrassade importante. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'est forgé entre Yaakov et Rachel. Quelque chose de profondément intérieur. La même inquiétude, entre parenthèses, et on l'avait traité l'année dernière, ceux qui s'en rappellent, sur Rachel qui pleure et qui est inconsolable tant que ses enfants sont parvenus en l'ère d'Israël. Quelque chose d'éternel entre Yaakov et Rachel. Ce lien, comme j'évoquais tout à l'heure, encore une fois, entre la mère, la nation et la Emouna. Le Midrash Rabbah, accord numéro 13, pourquoi les femmes dès le départ? Parce que she'en mizdarzot b'mitzvot. Davar acher, kedei shi'u manigot et b'neen la Torah. Deux valeurs nous donne le Midrash. Un, les femmes sont naturellement empressées, inclinées à aller, encore une fois, servir à Kadosh Baruch Hu. C'est naturel en elles. Elles portent ça en elles dans leur sceau. Et quand tu as demandé est-ce que c'est inné, je pense que c'est inné si on ne l'a pas malheureusement transfiguré et souillé. Et le monde occidental a fait beaucoup, encore une fois, de mal à cette nature profondément féminine. Je vais utiliser un terme un peu fort. Quand il y a des hommes violents avec leurs femmes, et à un moment donné, la femme, elle apprend le karaté. Et bien, c'est scandaleux. C'est pas scandaleux qu'elle apprenne le karaté, elle fait ce qu'elle veut, c'est pas un problème. Mais c'est scandaleux, si tu veux, qu'on doit arriver à ce on a transformé ces réalités-là. De la manière qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas le choix. On est obligé de ramener 2 salaires à la maison. C'est une réalité dans laquelle nous sommes confrontés. On n'a pas le choix de faire ça. Est-ce que la femme aurait le droit de travailler? Vous voyez, je reprends cette notion de droit, d'interdit. Est-ce que la femme aurait le droit de travailler? Évidemment. Mais se soucier de la parnassa du foyer, en soi, est un problème pour la femme. C'est un surplus d'angoisse. Je vous expliquais que l'angoisse est un des symptômes les plus terribles pour qu'une femme puisse se construire comme il se doit, dans plein de domaines. Non, c'est pas ça. Mais je sais, mais la Torah, elle te le dit. Mais on n'a pas le choix. Malheureusement, on n'a pas le choix. Et je dis on n'a pas le choix, que ce soit moi dans mon domaine ou que ce soit des ingénieurs que je connais, que la femme, elle travaille. Elle n'a pas le choix. Mais cette réalité-là, elle n'est pas forcément la plus saine. Par contre, il y a un deuxième point essentiel. Et c'est intéressant que le Midrash utilise ce terme-là. Il n'a pas dit les femmes, elles vont aussi enseigner la Torah à leurs enfants. Non, manhigot. C'est que si, encore une fois, on a un fils, un mitracham, alors on pourrait se dire, naturellement, c'est grâce au père. Ça peut aider. Ben, ce qu'on est en train de dire ici, c'est grâce à la mère. Il y a la mère qui est là. J'ai encore quelques minutes. Je voudrais juste livrer que dire d'abord sur la capacité intellectuelle, les hébraïsantes pourront le voir elles-mêmes. Le Rav Kook parle clairement, encore une fois, que ce n'est pas une question, encore une fois, de bêtises intellectuelles. Je me permets de dire à notre génération, nous avons méprisé, justement, pendant des générations, nous avons méprisé ce qu'on appelle le IQ,
c'est pas le quotient émotionnel. Et aujourd'hui, on est en train de prendre conscience à quel point il est essentiel et fondamental. Seulement, comme il n'est pas animé par le Kodesh dans le monde, donc automatiquement, il amène à des écueils absolument dramatiques. Mais sauf qu'on est en train de comprendre que le IQ, le fameux quotient intellectuel, il est, encore une fois, partenaire avec le quotient émotionnel. Et les deux sont, encore une fois, nécessaires pour se construire. Mais l'objectif, pour que ce soit une bracha, c'est pas de transformer un homme en femme ou une femme en homme. Comme j'ai coutume de l'expliquer, avant de se préoccuper de tous ces phénomènes absolument tordus qui existent, eh bien, il faudrait déjà réhabiliter ce qu'est un couple, ce qu'est un foyer. Je pense que vos enfants, Bezrat Hashem, dès le plus jeune âge, ils sont capables de distinguer ce que c'est un garçon et ce que c'est qu'une fille. On n'a pas besoin d'aller... ma fille, une de mes filles, quand elle était petite, elle avait 4 ans comme ça, elle voulait se déguiser en papa. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ma kippa et se l'a mis sur la tête. C'est des choses comme ça qui sont gérées. Et ce n'est pas du tout méprisant pour l'un comme pour l'autre. Dois-je rappeler, peut-être à cette étape, je peux le rappeler, dans les anecdotes familiales, quand si on prend un yaourt, je ne sais pas, au chocolat ou un truc dans le frigo, que genre c'est pour Shavuot, ou j'en sais rien. Combien de fois j'ai dû subir l'affront de mes enfants qui m'expliquent que maman, elle a dit que c'était interdit. Oui, mais je m'en fiche, c'est moi. Oui, tu fais ce que tu veux, papa, mais maman, elle a dit que c'est interdit. Donc, voilà. D'accord. Donc, j'aimerais bien savoir qui est-ce qui a décidé qui était le maître à la maison. C'est vrai? Pas shoot. Et je voudrais vous livrer, juste pour terminer, ce que nous dit le Maharal de Prague, accord numéro 15. Amar Kotomars, qui reprend le verset qu'on a vu dans le Sefer Shemot. Belashon Amira, Ve'alanashim Lashon Agada. Guidim, c'est les veines. On va parler durement avec un homme. Avec une femme, on n'a pas besoin de parler durement pour lui parler de l'acceptation de la Torah. Léorot. Peut-être les femmes vont dire, on n'a pas de mérite à étudier la Torah. Mais chez Einam, l'homme d'autre, puisqu'elle n'étudie pas. Ils n'ont pas l'obligation d'étudier. Comment est-ce que nous aussi, on sera méritante alors qu'on n'a pas l'obligation d'étudier? Peut-être on va empêcher leur mari de revenir parce qu'elles n'ont pas de mérite elles-mêmes dans cette étude. Amarko Thomas. Ainsi, on commence l'Afka en évoquant les femmes pour montrer qu'il y a un mérite plus grand chez la femme que chez l'homme. Mais ce n'est pas du même ordre. Est-ce que quelqu'un qui a un talent pour jouer au violon, est-ce qu'il aura plus de mérite à jouer au violon que celui qui n'a pas de talent a priori pour jouer au violon et qui va jouer au violon? Vous voyez la nuance? En réalité, celui qui a un talent pour jouer au violon, il a évidemment un grand mérite, mais ce mérite il est déjà inscrit en lui. Alors que le rôle de l'homme va être justement, grâce à sa femme, de pouvoir transcender ce monde, de pouvoir transcender cette réalité. Vous voyez ce qui est en gras. Et c'est en cela, encore une fois, où la promesse divine, elle est aussi importante, elle est aussi essentielle. J'évoquais hier le fait que Yitzhak, dans sa jeunesse, est appelé Sitra Denugvé, c'est-à-dire qu'il est en train d'être, encore une fois, animé par cette dimension féminine qui aura un sens dans le monde futur. Mais de la même manière que la Shekhinah, elle est féminine. La présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est féminine. Am Israël, Knesset Israël, est appelée la fiancée d'Akadosh Baruch Hu. Quand on s'interroge pour savoir si effectivement pourquoi cet Baruch Hu serait masculin et que Davka Am Israël est féminine, on dit Ani les Dodiv et Dodili, on n'arrête pas de dire au mois de Elul, montre bien encore une fois la valeur importante, la valeur féminine de recevoir ces bénédictions, de recevoir cette luminosité. Regardez ce qui est en gras, quelques lignes suivantes. Aïch, Bemash ou Gever, Enenu Baal Sha'anan Va'asheket. Un homme est naturellement animé par un combat. J'ai eu il y a déjà presque 20 ans, 25 ans de cela, j'ai à l'endroit où je travaillais, malheureusement à Périclité, et pendant 1 mois ou 2, je n'avais pas de travail. Et j'étais un loup dans la maison. C'est très compliqué pour un homme de ne rien faire. Étrangement. Il y a une sorte de rapport.
On a un rapport à l'extériorité qui est beaucoup plus vigoureux, qui est beaucoup plus virulent que la femme. On n'arrive pas à être, entre guillemets, calme. Présent maintenant, on va être calme. C'est cette idée de Einenu Baal Shanal Vasheket. Mitzad it Gabruto veit Paralon. Le Gever Kovesh et Titzro. Donc on a un combat. On est en train de combattre l'instinct qui pourrait nous amener, encore une fois, à des impairs. Bechen. Eina Mouchanin Gamken Kolkar El Hashanan Va Menucha. La femme est animée par cette Menucha, qui est, encore une fois, qui relève du monde futur. Le Olamazé, le Olamaba. Ce monde-ci est un monde de complexité, est un monde de combat. Pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir amener une guérison à ce monde, ça passe par le Samchaim, ça passe par la Torah, par cette étude. La femme, dois-je le rappeler, est animée justement par ce monde futur. Donc, elle est plus douce, donc elle est plus facile, donc elle est plus orientée vers la volonté, encore une fois, absolue et exceptionnelle du Créateur. C'est aussi pour cela qu'encore une fois, quand on parle du rapport à la matérialité, j'ai coutume d'expliquer que vous avez une nuance entre le matérialisme et la matérialité. L'homme est plus matériel, la femme est plus matérialiste. Pourquoi? Puisqu'elle est animée par cet idéal, elle va transformer la matière, quelle qu'elle soit, en réalité, justement, d'idéal. L'homme, par ce biais de l'étude, eh bien, va justement apprendre à élever son rapport premier, son rapport matériel. La femme est déjà animée par cet idéal, donc en contribuant justement à la pérennité, à la sérénité de son foyer, eh bien, elle va justement, elle aussi, par un certain nombre de choses que oui, elle a l'obligation d'étudier. La émouna, la halakha, les midot, le moussar, qui ne doit pas étudier la morale. Au moins une personne, homme ou femme, qui n'a pas à corriger ses vertus. La teshuva, ce n'est pas une mitzvah qui incombe à l'homme. Elle incombe à tout le monde. Mais notre objectif, là encore une fois, je répète, n'est pas de compiler de l'étude, n'est pas de compiler des ouvrages, on n'est pas un ordinateur. J'ai coutume d'expliquer que si vous voulez quelqu'un qui connaît la Torah au moins 100 fois plus que moi, j'ai une petite clé USB avec près de 2000 livres là-bas dedans. Je vous assure, cette petite clé USB, elle est capable de produire de la Torah beaucoup plus magistrale que moi. Donc la question, elle n'est pas là. La question, elle est, dans mon étude, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'observe? Est-ce qu'il est naturel pour la femme d'étudier la Torah? Oui, à la condition qu'elle se reconnaisse comme femme, avec cette valeur essentielle et intrinsèque en tant que femme devant le Créateur. C'est clair? Des questions? Shalom Goltouv.